Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Désolé pour le retard. Nous allons traiter au cours de cette conférence du sujet Green Buildings, transformation efficiente et nouvelle construction. Pour en parler, nous avons 4 intervenants, à commencer par Monsieur Olivier Durix, directeur général nouvelles activités de Bouygues Immobilier. Je vous laisse détailler un peu votre activité. Oui, bonjour, donc Olivier Durix, je suis en charge de ce qu'on appelle chez Bouygues Immobilier les nouvelles activités, donc les nouveaux business et puis également nos participations. Donc dans les nouveaux business, il y a les nouveaux modèles d'affaires, donc le coworking, le co-living notamment. Et puis je suis en charge de nos participations dans certaines sociétés, notamment Aveltis avec Schneider Electric et Woodjo avec nos amis d'Accor et les résidences seniors avec Jardin Arcadie notamment. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu Locci, directeur technique énergie et environnement chez Layton. Même exercice. Bonjour. Oui. Bonjour, Mathieu Locci. Donc, je travaille chez Layton, qui est une société internationale qui compte à peu près 2000 employés et qui accompagne ses clients sur leur performance économique, sociale et environnementale. Et donc, on travaille sur différentes thématiques, notamment l'énergie, l'accompagnement sur le financement de la transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Julien Pemzec, président du directoire de Woodeum. Même exercice, Julien. Oui, bonjour à tous, je suis ravi d'être présent ici. Oui, effectivement, donc je dirige Woodeum, qui est un promoteur immobilier créé en 2014, spécialisé dans la construction bas carbone, avec comme spécialité le développement d'immeubles en structure bois. Et Monsieur Olivier Vignol, directeur général d'ICAD. Il faut que vous appuyez sur... C'est mieux. Bonjour à tous. Donc voilà, directeur général d'ICAD. ICAD, c'est une société qui a 3 métiers, 2 métiers de foncière de tertiaire, de bureau, et foncière d'immobilier de santé dans les cliniques et les EHPAD, et puis un métier de promoteur également généraliste. Merci beaucoup. On va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet avec une première question qui va nous permettre de délimiter un peu les contours du sujet. Quelle est votre définition du green building et de ses composantes? Olivier, je vous laisse commencer. Oui, écoutez, d'abord de façon un peu scolaire, le green building, c'est un bâtiment qui correspond à un certain nombre de critères, d'attributs techniques et réglementaires qui permettent d'obtenir des certifications green. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus large que ça, c'est même beaucoup plus large que ça, puisqu'on parle de cycle de vie du bâtiment, donc on est au-delà de la remise des clés. On a beaucoup travaillé chez Bouygues Immobilier il y a une dizaine d'années dans la création de produits, d'immeubles de bureaux d'ailleurs, avec Green Office et Rea Green, qui avaient pour objectif de proposer des bâtiments qui produisaient plus d'énergie qu'ils n'en consommer. Mais on a fait mieux que ça, c'est qu'on a créé une société qui s'appelle Aveltis et qui venait en plus garantir, apporter une garantie sur l'énergie qui aujourd'hui apporte une garantie bas carbone. Voilà. Ce qui est intéressant quand on parle de cycle de vie du bâtiment, c'est que donc on s'attache à la vie après et à l'exploitation. Et là, on a une forte expérience aujourd'hui dans des activités de coworking et de co-living. Et je parlerai tout à l'heure de bâtiments hybrides et d'usage dans les bâtiments, ça me semble important. Et puis pour une petite anecdote, moi je suis ravi de partager la table avec Olivier Vignol. On a un exemple qui est assez symptomatique aujourd'hui de ce qu'on sait faire chez Bouygues Immobilier avec la livraison du nouveau siège de Canal+, qui s'appelle Sways, qui est un bâtiment sur lequel on est venu réemployer un certain nombre de matériaux, dont certains ont servi à nos amis d'ICAD pour la réalisation de leur immeuble Pulse, qui je crois le bâtiment qui recevra les comités olympiques pour les JO 2024. Voilà, les faux plafonds notamment. Voilà pour nous. Merci beaucoup Mathieu, vous continuez. Oui, moi je trouve que l'expression green building est assez intéressante et elle ajoute à ce qu'on pourrait avoir de thermique jusqu'à maintenant une notion environnementale. Et historiquement, on a commencé à parler, si vous vous souvenez, au cours des années 2000, on a parlé de bâtiments basse consommation. Donc là, c'était énergétique. Ensuite, on a parlé de bâtiments à énergie positive autour de 2005. Et ensuite, on a commencé à introduire une autre composante, une composante carbone, avec l'expérimentation E+, C- qui est arrivée en 2016 et qui aujourd'hui entre dans la réglementation avec la réglementation environnementale 2020. D'ailleurs, l'expression green building va bien avec l'évolution qu'on peut avoir sur la réglementation thermique. On parlait jusqu'à maintenant de réglementation thermique avec la RT 2012 et désormais on parle de réglementation environnementale avec la RE 2020.
en plus de cette composante carbone qui est quand même assez prégnante, on a également une notion, des thématiques comme la gestion des déchets, l'économie circulaire qui apparaissent avec les lois Elan, la loi AGEC qui également est entrée en vigueur au même temps que la réglementation environnementale 2020. Et donc on ajoute ces différentes composantes et c'est l'expression green building reflète bien cette évolution où depuis quelques dizaines d'années, on travaillait sur l'efficacité énergétique du bâtiment et donc on ajoute une composante qui quand même est importante puisque, comme vous le savez, sur les émissions de carbone qui sont un vrai objectif climatique, on a 70% des émissions qui sont faites au moment de la construction et comme le disait Olivier, on a cette analyse de cycle de vie qui est très importante de ce point de vue. Merci beaucoup. Julien, je vous laisse continuer. Oui, alors l'exercice devient de plus en plus dur parce que l'idée c'est de pas de faire non plus le dictionnaire des synonymes, mais c'est sûr que le green building c'est un bâtiment qui est attendu au tournant parce que tout le monde a pris conscience aujourd'hui que l'immobilier était coupable d'un tiers des émissions de carbone et donc on a quand même collectivement à se retrousser les manches si en perspective nos enjeux aujourd'hui chaque habitant français émet à peu près 12 tonnes de CO2 par mètre cube, par an. L'enjeu, c'est d'arriver à faire chuter cette empreinte carbone à 2 tonnes. Alors, on peut tous arrêter de manger de la viande, arrêter de se chauffer. Malgré tout, on va descendre vers 6-7 tonnes. Et donc, le reste, c'est la société, quoi. C'est nous. C'est l'activité économique qu'on va avoir qui doit se retrousser les manches et réduire l'empreinte carbone. Donc là-dedans, le green building, ça va être un bâtiment qui va devoir être très bon élève sur la réduction de l'empreinte carbone. À la fois sur sa phase de construction, en faisant appel à des matériaux biosourcés qui vont plutôt du coup être stockeurs de carbone qu'émetteurs, aussi sur sa phase d'exploitation avec du coup un enjeu de frugalité énergétique absolue, une capacité de résistance à la fois au grand froid et puis aux grands épisodes caniculaires. Et puis une fin de vie également vertueuse. Et puis un green building, c'est quelque chose déjà pour que ça soit un building, il faut qu'il soit construit. Donc c'est aussi un bâtiment qui est à l'écoute de la ville, qui arrive à se réaliser, donc qui se fait accepter aussi par la population. Donc il y a cette démarche citoyenne de conciliation pour faire des bâtiments. Derrière, des chantiers, décidément. Ils ont décidé de te couper la parole, Julien. Et voilà, et puis avec du coup des modes de construction plus vertueux, plus apaisés pour permettre en fait les opérations. Et je passe la balle au bon. Voilà. Il y a encore quelque chose à dire ? Non, c'est difficile d'ajouter pas un quatrième, mais je dirais juste que, évidemment, quand on est dans notre casquette de promoteur, on voit assez bien ce que c'est le green building, parce qu'il y a des labels, il y a des normes, et on arrive à trouver des référentiels. C'est pas forcément facile à construire, mais c'est facile à définir. C'est plus compliqué dans nos activités de foncière, parce qu'on a des immeubles qui ont été construits à des périodes complètement différentes, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc là, on est plutôt tenté de raisonner au niveau du portefeuille, et de dire c'est quoi un portefeuille vert et vertueux sur le plan environnemental, parce que du jour au lendemain, on ne va pas transformer tous les immeubles existants, d'autant plus que pour la plupart d'entre eux, heureusement, plus de 90%, ils sont occupés, quoi. Donc nous, on raisonne beaucoup au niveau du portefeuille, et comment on essaye de dire que notre portefeuille est vert, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à le gérer pour qu'il soit en ligne et aligné sur notre trajectoire de réduction de notre empreinte carbone, et comme, j'allais dire, la quasi-totalité des acteurs immobiliers, on s'est évidemment aligné sur la stratégie nationale bas carbone, sur la fameuse courbe de plus 1 degré par rapport à l'ère frais industriel, et nous on le gère vraiment au niveau du portefeuille, et effectivement des immeubles neufs ou très vertueux viennent nous permettre de compenser ceux qui ne le deviendront que dans quelques années, quand on aura l'opportunité de les rénover ou de les restructurer. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors, on a la définition. Ça implique un changement de méthode de travail, de modèle économique et de coordination des acteurs. Quels sont vos besoins et vos perspectives ?
Je vous laisse reprendre la parole, Olivier. Voilà, je vais parler en premier. Non, c'est un vrai, nous c'est un vrai phénomène de bascule qu'on ressent. Il y a eu des gens qui ont démarré plus ou moins tôt. Julien parlait de 2014. ICAD avait en 2015, dès l'accord de Paris, commencé à se préoccuper de ces sujets. Nous, on a le sentiment, on est sorti d'une crise pour aller dans une autre, qu'on est vraiment dans un moment de bascule où nos clients enfin comprennent l'intérêt d'aller dans cette démarche. Ce dont on a besoin, c'est un moment de rationaliser cette approche. Les labels ont beaucoup changé, ont beaucoup foisonné, les réglementations évoluent beaucoup. Les niveaux de formation de tout l'écosystème immobilier et bâtiment n'a pas forcément suivi l'évolution d'ailleurs de cette révolution. C'est un enjeu de formation considérable. Et puis, comme dans toutes ces périodes de transition, la transition environnementale, elle impacte une transition économique qui fait que pour l'instant tout ne s'est pas adapté. Les coûts, eux, sont adaptés, oui, à la transition environnementale, à augmenter, plus 10, plus 15, avec les crises en plus peut-être un peu plus. Et dans notre métier, les fonciers, les loyers, à contrario, n'ont pas encore forcément reflété cette évolution. Donc nous, on a besoin beaucoup de simplification, pas le bon terme, mais de rationalisation des approches. On ne peut pas laisser partir les réglementations, les labels, etc. dans différentes directions. On a besoin de beaucoup de formation. Et moi, je travaille pour une société qui s'appelle ICAD, dont le premier actionnaire est la Caisse des dépôts. On va avoir besoin de financement, parce que financer cette transition environnementale, dans l'immobilier y compris, va nécessiter des capitaux et des financements assez significatifs. Merci beaucoup. Julien? Ouais, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement parce que ça fait 40 ans qu'on est dans une économie monoculturelle où tous nos bâtiments ont été conçus en béton. On est encore les superstars mondiales du béton. Et donc, on a oublié comment faire autrement. On a tous été formés qu'à ça. Moi, je suis ingénieur. Je suis sorti d'école en 2004. On m'avait jamais parlé de construction bois. J'ai passé 10 ans chez un grand constructeur où on ne parlait que de béton, et quand on parlait du bois, c'était pour expliquer que c'était pas possible, que ça coûtait 25% plus cher. Puis à un moment, on a eu une autre idée, on s'est dit que le bois devait être le remède super économique au béton, donc on a pris beaucoup de mauvaises trajectoires. Et puis là, c'est vrai qu'il y a quand même là, une convergence. Il y a un nouveau maître aujourd'hui qui est la réduction de l'empreinte carbone. Donc on a basculé d'une économie du kilowattheure où un bâtiment écologique c'était un bâtiment qui coûtait pas cher à exploiter, et on mesurait en fait le niveau d'écologie du bâtiment par la facture euro à la fin du mois pour chauffer ce bâtiment. Et en fait on s'était complètement trompé de manière d'analyser les bâtiments. Aujourd'hui tout le monde a compris que l'écologie, la vraie, c'est celle qui mesure le carbone sur tout le cycle de vie des bâtiments, et donc c'est un vrai bouleversement. Donc on a besoin du coup de plus d'ingénieurs formés à cette culture, d'architectes aussi qui s'y mettent. Mais alors ce qui est top, c'est que tout le monde s'y met avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté, parce que tout le monde a compris l'enjeu global et sociétal dans lequel cette démarche s'inscrit. Et puis il y a toute la chaîne qui suit pour la production même de ces bâtiments. En 2014, quand on lance notre première consultation pour réaliser notre premier bâtiment bois et bas carbone, on croise les doigts pour que 2 entreprises nous répondent. Y en a une qui répond, donc on traite avec. Et puis aujourd'hui, toutes les majors de la construction ont maintenant leur filiale dédiée à la construction bois et bas carbone. Les charpentiers ont pris beaucoup d'ampleur. Les entreprises intermédiaires se sont formées et acculturées à ce mode constructif. Donc il y a un vrai bouleversement déjà de la chaîne de production. Et puis la suite, c'est la chaîne de fabrication de ce bois de construction. Et ça c'est plus long parce que c'est le temps de la forêt, quoi. Donc faut être un petit peu plus patient, mais l'énorme chance qu'on a en France, c'est qu'on a une des 3 plus grandes forêts d'Europe. Donc on n'a pas besoin d'aller forcément chercher la ressource ailleurs pour l'organiser, cette filière industrielle. En revanche, il faut la structurer, et là aussi on voit un engouement énorme parce que comme la réglementation converge à présent avec les attentes citoyennes, avec les engagements des promoteurs, et les volumes sont plus préhensibles pour ces industriels qui vont pouvoir du coup
investir massivement pour transformer la forêt, une partie, en bois de construction. Merci beaucoup Mathieu, si vous récupérez un micro, je vous laisse poursuivre. Oui, merci. Alors, je vais rejoindre un peu ce qu'ont dit Olivier et Julien. Je pense vraiment qu'il va falloir muscler la filière, enfin les filières, puisqu'on a une filière, la filière des bureaux d'études, qui vont devoir aborder la nouvelle thématique ACV. Il y en a quelques-uns qui le connaissent, mais là, on va y aller de manière intensive. Donc ça, il va falloir former un petit peu tout le monde. Je reparle de la filière bois, mais la filière bois en France aujourd'hui, elle est dans un état qui n'est pas compatible avec les objectifs qu'on se donne. Donc il va falloir muscler un peu cette filière. Je parle de la rénovation, puisque là, Layton travaille sur le sujet des certificats d'économie d'énergie qui valorisent essentiellement la rénovation et la transformation des bâtiments. Il va falloir apporter de l'aide et une réglementation claire sur ces différents sujets. Et sur le sujet de la rénovation énergétique, on a aujourd'hui des artisans qui sont pas... Enfin, une filière artisan sur la rénovation énergétique qui n'est pas encore en mesure de pouvoir absorber, répondre à toutes les problématiques. Je trouve globalement que l'évolution est plutôt bonne avec notamment la nouvelle réglementation environnementale. Cependant, je pense qu'il y a quelques éléments qui mériteraient d'être réfléchis d'une autre manière. Notamment en ce qui concerne l'utilisation des surfaces. Aujourd'hui, donc, on est passé des kilowattheures, un calcul par kilowattheure à un calcul d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est très bien. Mais on a ces indicateurs qui sont des indicateurs par mètre carré. Et aujourd'hui, le fait de calculer par mètre carré et ne pas prendre en compte l'intensité d'utilisation des surfaces va pénaliser des acteurs qui vont vouloir faire en sorte que sur un bâtiment, les mètres carrés soient utilisés par plus d'occupants, plus de personnes, parce qu'aujourd'hui, quand il y a plus d'occupants, il y a plus de kilowattheures, il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre, et donc on ne va pas inviter les acteurs à se poser la question de savoir comment on utilise cette surface, comment on intensifie l'utilisation de ces surfaces. Donc ça, je pense que ça mériterait, on mériterait de mettre des indicateurs par occupant et plus par mètre carré pour favoriser ce genre d'initiative. Également, il y a un sujet qui, mais je pense qu'on va y venir de toute façon, puisque réglementairement, il va falloir. Historiquement, en France, on a les architectes et les bureaux d'études qui, globalement, n'ont pas travaillé, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, n'ont pas véritablement travaillé ensemble. On a de par probablement leur formation, on a les architectes qui travaillent en premier, qui font leur plan, et ensuite qui passent leur plan au bureau d'études. Et les bureaux d'études, ensuite travaillent, calculent, et on a la technique qui est plaquée sur l'architecture. Avec la RE 2020 qui est entrée en vigueur en début 2020, ça va plus être possible. On va se retrouver avec des équilibres technico-économiques qui seront intenables. Et donc, on va avoir besoin que tous les acteurs, les économistes, les bureaux d'études fluides, les architectes, travaillent ensemble dès la conception. Parce que si on travaille les uns après les autres, on ne pourra pas respecter cette réglementation. Donc ça va se faire. C'est pas forcément dans les habitudes aujourd'hui, même si ça évolue. Mais on va devoir tous travailler ensemble dès le début, dès la conception et pendant tout le long du chantier. Merci Mathieu, Olivier. Oui, pour rebondir, chez Bouygues Immobilier, nous on a vraiment le sentiment qu'on a passé beaucoup de temps entre nous, entre soi, dans la profession, à parler de réglementation, de techniques, qui en fait n'étaient pas du tout les attentes de nos clients, les consommateurs, les particuliers, les investisseurs, mais surtout les collectivités. Et on fait face à une succession de crises, et en particulier une crise sociétale d'acceptation de nos projets, qui fait que les modèles d'affaires d'aujourd'hui, ils sont arrivés à une certaine limite. Alors peut-être que la limite économique même va accélérer la transformation de ces modèles d'affaires. Donc il y a eu évidemment la RE 2020 qui rentre en compte, mais pas que, parce qu'aujourd'hui il y a la crise de l'énergie qui va se faire de plus en plus pressante, dont on ne voit pas arriver l'impact à mon sens. Donc nous on réfléchit beaucoup, c'est quoi le modèle d'affaires de demain ? On a
j'ai parlé tout à l'heure de Reagreen, qui était l'idée de transformer à l'époque des bureaux en bureaux, mais on voit bien qu'aujourd'hui la transformation de l'existant en logement, en résidence senior, c'est quelque chose qui va prendre forcément plus de place. Investir la ville, on travaille beaucoup avec nos amis de la Poste, avec Postimo, à la transformation de bureaux de poste en résidence senior. Bref, chez Bouygues Immobilier, on réfléchit à des modèles d'affaires qui doivent rendre nos projets plus acceptables et diminuer l'impact économique in fine, si on n'a plus d'acheteurs au bout parce qu'il n'y a plus les moyens, on va se retrouver bien malin avec nos produits. Voilà, on pense qu'avec des formes d'accession à la propriété ou d'usage de l'immobilier différentes, qui est l'achat brut, on doit pouvoir apporter des réponses. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé réglementation et RE 2020 notamment. Comment vous intégrez la RE 2020 et la réglementation de manière plus générale à vos problématiques et à votre stratégie ? Olivier, je vous laisse commencer, vous avez terminé la précédente. Oui, écoutez, d'abord, on est obligé de l'écrire dans nos plans d'affaires, puisque le groupe s'est engagé vers une réduction de 30% de ses impacts carbone, et donc on en tient compte dans nos modèles économiques, forcément. Et forcément, on s'est aussi mis une stratégie de transformation des modes constructifs. On en parlait tout à l'heure. On réfléchit, nous, à des constructions modulaires. D'ailleurs, on a fait faire un prototype de chambre de co-living qu'on a installé porte de Versailles, qui nous permet aussi de tester d'ailleurs l'usage du logement et de nos clients finaux. Mais voilà, je pense qu'il y a une grosse mutation à opérer, qu'on a longtemps été qu'est-ce que j'allais dire, enfin, on a vu le mur arriver et voilà, on n'a pas voulu le sauter. Maintenant le mur est devant nous, il faut qu'on change, quoi. Voilà. Et la réglementation est là pour vous accompagner, Mathieu ? Mais cette réglementation donc, environnementale 2020, elle est assez ambitieuse et elle va changer quand même pas mal de choses, à mon sens. On va travailler avec de l'analyse de cycle de vie, qui est quelque chose d'assez nouveau, mais elle va avoir un impact sur la réflexion qu'on va avoir, notamment au niveau de la conception des bâtiments, sur une approche où on va se dire, on se disait jusqu'à maintenant, pour pouvoir avoir un bâtiment efficient, on va mettre peut-être 20 cm d'isolant, on va mettre du triple vitrage, etc. Et c'était plutôt bénéfique à ce moment-là. Aujourd'hui, le triple vitrage, de par l'impact carbone supplémentaire par le troisième vitrage, ne va plus avoir un intérêt, parce que les gains énergétiques liés au triple vitrage par rapport au double ne vont pas compenser l'impact carbone lié aux matériaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que pour le coup, il va falloir réfléchir à où est-ce qu'on met le curseur exactement sur... c'est pareil pour l'isolant, hein. Plus on met d'isolant, plus on a d'impact carbone lié à la matière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va falloir, qui est intéressant et auquel il va falloir qu'on s'habitue. Également, la réglementation environnementale va nécessiter que les acteurs se posent beaucoup plus en phase de conception, et probablement qu'il y a un certain nombre de projets pour lesquels on va se dire l'impact carbone de la construction par rapport à de la rénovation, de la transformation, même transformation lourde, on va repartir sur plutôt de la rénovation. Il faut savoir quand même que quand on compare un peu les deux, une construction neuve, c'est 50 fois plus de matériaux qu'une rénovation pour atteindre, par exemple, le niveau BBC. Il y a également aussi un sujet qu'il faut garder quand même en tête en ce qui concerne la rénovation versus la construction. C'est que aujourd'hui, au rythme actuel de construction, qui est à peu près d'1% par an, en 2050, donc au moment où il faudra qu'on ait nos bâtiments qui soient neutres en carbone, c'est les accords de Paris, en 2050, on aura 70% des bâtiments qui auront été construits avant 2005. Donc la construction neuve va avoir son mot à dire, je dois dire, sur les accords de Paris. En revanche, la rénovation, ça va être quand même le plus important à mon sens. Merci Mathieu. Comme il marche. Voilà. Ouais. Non, jusque-là. Il marche jusque-là. La RE 2020... C'est un changement surtout de manière de réfléchir.
c'est pas un bouleversement sur la manière de concevoir les bâtiments, en tout cas dans son application depuis le 1er janvier 2022. Elle a le mérite, en revanche, ce que je disais tout à l'heure, de basculer cette politique du kilowatt vers l'analyse de cycle de vie, et c'est loin d'être négligeable parce que ça a la vertu de sensibiliser les gens à la véritable écologie. Le vrai choc industriel, il est devant nous, c'est 25, 28, où là, pour le coup, il y a des virages obligatoires sur la manière de concevoir les bâtiments et de les construire. Donc, bon, nous, on a fait le petit exercice en début d'année de savoir si ce qu'on faisait était RE 2020. En fait, tout ce qu'on a livré déjà et conçu depuis 8 ans est déjà RE 2020. Donc, on était hyper prêts parce qu'on très sensible à ce sujet-là, et d'ailleurs le label bas carbone développé par l'association BBCA avait cette vertu en fait d'avoir éclairé en amont les pionniers de la réduction de l'empreinte carbone. Et puis maintenant on se prépare pour les nouveaux seuils parce que comme d'habitude quoi, il faut pas se contenter de la norme, il faut aller plus loin, surtout compte tenu de l'enjeu. Puis après il y a d'autres aspects réglementaires autour du bois notamment, dont on parle beaucoup depuis l'été dernier. Alors pourquoi ça arrive ça ? Parce que comme je disais tout à l'heure, la réglementation a été faite, émoulée et conçue autour du béton. Donc maintenant qu'un nouveau matériau arrive sur le marché, on lui a d'abord demandé de s'adapter parfaitement à ce qu'on demandait au béton. Et puis maintenant on commence à comprendre qu'il a sa propre sensibilité, ses propres contraintes, ses propres atouts. Donc il y a une adaptation à faire. Et comme là on est en train d'écrire collectivement les premiers de série, eh bien l'enjeu maintenant pour l'État, c'est pas d'écouter le plus inquiet, c'est d'écouter le plus précis. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire avec le gouvernement pour éviter d'imposer n'importe quoi à ces bâtiments bois pour en perdre une partie de ses vertus, notamment celle du bois apparent et des bénéfices qu'il apporte pour la santé des occupants. Olivier, pour conclure. Alors, parce que au-delà de la RE2020, juste revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est déjà très très compliqué l'équivalent CO2 par mètre carré. Alors, y aller par multiplier par les occupants, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée, mais c'est pas l'objet du débat. Non, il y a la RE 2020, il y a pour ce que ça nous le décret tertiaire, et en fait on a 3 niveaux. Sur les bâtiments neufs, partage assez ce qu'a dit Julien, c'est pas forcément une révolution dans la matière de construction, surtout pour ceux qui avaient, je me permets de m'étiqueter dedans, commencé assez tôt. C'est vraiment dans la manière de penser, mais on va y arriver. Et effectivement, le challenge, c'est déjà le challenge de la réglementation d'après. On a les sujets, on a évidemment des patrimoines existants considérables. Donc le sujet, c'est deuxième partie, c'est quand les bâtiments se libèrent. Là, le changement de mode de raisonnement, c'est la réhabilitation, rénovation versus la démolition. Et là, on voit bien qu'on est amené à changer. On profite pour faire, certains d'entre vous suivent peut-être l'histoire du bâtiment de l'INSEE, là, à Malakoff, etc., où l'État, 40 000 m2, va les foutre par terre au lieu de les rénover. On se demande si l'État suit bien lui-même les réglementations qu'il est en train de mettre en là. Et on voit bien, on va peut-être nous faire des bâtiments un peu moins parfaits sur le plan fonctionnel, mais parce que beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental, parce qu'on va réutiliser l'existant, la structure existante, on va surélever, on va épaissir, on va ça, mais pour avoir un bilan carbone. Ça, c'est quand même, dans le mode de raisonnement, ICAD Promotion a lancé une business line qu'on a appelée After Work, pour bien qu'est-ce qu'on fait, notamment dans les immeubles de bureaux devenus obsolètes, pour les réutiliser sans les mettre par terre. Et ça, c'est vraiment, je dirais, il y a des tourus, des rénovations, des restructurations, mais il y a une accélération avec le principe de base, c'est qu'on part maintenant, on va garder la structure. Ça devient le scénario central. Il n'y a que vraiment, si on arrive, on va rien pouvoir en faire, et on a vraiment changé notre mode d'approche. Et puis pour les bâtiments existants occupés, il y a la RE 2020, mais il y a surtout, pour ceux qui suivent, le décret éco-énergie tertiaire, où là, il faut être vertueux sur le plan environnemental dans des bâtiments qui sont loués, qui sont remplis et qu'on n'a pas envie, surtout dans le contexte actuel, de voir se vider. Donc, et là, il faut entamer des discussions avec les occupants, avec les locataires, pour trouver le chemin vertueux. L'État a bien dit où il fallait qu'on arrive. Il a juste oublié de dire, par exemple, qui paye. Donc, ça, juste dans la discussion avec les occupants, avec les locataires, on n'est pas là pour faire un cours sur les baux commerciaux, mais c'est très compliqué, parce que même avec les baux actuels. Donc, on a ces 3 zones de réflexion,
avec à chaque fois des problématiques de réglementation différentes, tout ce qui est occupé et loué, tout ce qui est existant et vide, et puis ce qui est neuf. Ça fait beaucoup de sujets, mais on est plein d'enthousiasme. Merci beaucoup. On a parlé des réglementations. Il y a aussi un besoin résidentiel, un besoin en logement assez pressant. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance entre la fertilité réglementaire et ce besoin? Et est-ce qu'on n'attend pas justement un peu de stabilité pour y répondre? Olivier, je vous laisse reprendre. Alors, c'est pas la stabilité réglementaire, parce que le sujet, je pense qu'il y a juste un rééquilibrage dans les réflexions, c'est qu'on a beaucoup pensé la qualité des logements, peut-être un peu en oubliant la quantité. Je n'aurais pas simplifié le débat, mais c'est évidemment essentiel ou de se préoccuper de savoir quelle est la qualité. Vous avez vu la dernière commission qui s'était créée, savoir comment on améliore la qualité des logements. Un des sujets en France, c'est que celui qui réfléchit à la quantité de logements n'a pas le pouvoir, à savoir l'État, réfléchir les politiques globales, n'a in fine pas le pouvoir de déclencher la construction, de déclencher la délivrance des permis de construire. Et on entend parfois qu'on se prépare à une crise du bureau. Moi, je veux dire, la prochaine crise qui arrive, c'est la crise du logement. Parce que simplement, il n'y en aura pas assez pour satisfaire les besoins. Les prix sont en train d'exploser. Et dans ces périodes de pouvoir d'achat très compliquées, et je pense que le futur gouvernement, quel qu'il soit, va trouver ce sujet, qui est un sujet brûlant. On avait, nous, un cas d'organiser une conférence avec un média concurrent, que je ne citerai pas, mais le maire de Rouen disait, si on ne change rien, pour ceux qui le connaissent, il disait, on va retrouver des bidonvilles en proximité des grandes métropoles françaises. Moi, sur le moment, j'avais été un peu choqué par son propos, mais à la réflexion, je pense qu'il a raison. Si on ne fait rien pour accélérer considérablement la production de logements, là où les gens en ont besoin, là où les gens ont envie d'aller, c'est le mode de raisonnement, il est perverti, parce que les gens pensent qu'il y a suffisamment de logements en France, parce qu'il y a 3,5 millions de logements vacants, 5 millions de résidences secondaires, et que ça ira bien. Sauf que c'est pas là où les gens veulent aller. Et oui, c'est pas opposer les deux. Il faut effectivement traiter la qualité et la qualité environnementale, mais il ne faut pas oublier la quantité de logements dont on a besoin pour satisfaire les besoins des Français. Merci beaucoup. Julien? Oui, en fait, l'enjeu au-delà de la réglementation qu'on arrive assez bien à appréhender, c'est effectivement pas forcément continuer à vouloir en permanence créer de nouvelles normes et puis s'en remettre aussi quand même à la confiance qu'on peut donner à des professionnels de l'immobilier et puis au marché, hein, parce qu'aujourd'hui, faut pas croire qu'un logement mal foutu sans balcon, il trouve un client. En fait, aujourd'hui, il trouve plus de clients. En revanche, l'enjeu, c'est, comme le dit Olivier, c'est l'accélération de la production. Donc c'est là que le green building a certainement une carte à jouer. C'est vis-à-vis des élus qui ont quand même ce pouvoir de délivrer des permis de construire. C'est recréer des bâtiments qui ont une histoire, qui s'intègrent bien dans la ville, qui arrivent à se faire accepter. Et donc il fallait qu'on balaye un peu devant notre porte aussi. Je pense qu'on a des chantiers qui sont longs, qui sont pas super propres, qui font du bruit. Donc ça crée une anxiété forte avant même que les projets démarrent, qui nourrissent souvent d'ailleurs l'envie de faire des recours. Hein. C'est pas tellement le projet final qui gêne, souvent c'est l'angoisse des 24 mois de travaux et de marteau-piqueur en fond sonore permanent. Donc le green building et puis les nouveaux modes constructifs qu'il apporte, et notamment le bois, viennent répondre en fait à une de ces contraintes et pourraient faciliter certainement une production plus accélérée et plus soutenue, qui est quand même un des gros enjeux qu'on a à traiter là dans les années qui viennent. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Oui. Globalement, je pense que mettre sur le même plan le manque de logement et les contraintes réglementaires et de faire le débat sur ce sujet, je pense que ce serait erroné. Sur les sujets environnementaux, c'est le fil rouge de cette conférence. Globalement, sur tous les sujets environnementaux, si
on ne met pas en place des réglementations et qu'on compte uniquement sur la bonne volonté de chacun, je pense qu'on peut oublier nos objectifs climatiques. Et donc pour le bâtiment, ça en fait partie. C'est important de mettre en place des règles, des règles assez simples. Les lois AGEC, Elan, elles imposent juste de se dire, au moment où on construit des bureaux par exemple, de se dire potentiellement on pourra les transformer à la fin en logements. Et donc on n'aura pas à détruire le bâtiment pour en reconstruire un autre. Donc elle oblige à réfléchir et également, elle impose de mesurer, de se rendre compte des impacts de la construction. Et donc, je pense que c'est vraiment important de mettre cette réglementation en place. Il va falloir se contraindre. Globalement, depuis 50 ans, la surface par occupant, elle a pris également 50%. On est passé à environ à 40 mètres carrés par personne en France. On ne peut pas, physiquement, on ne va pas pouvoir continuer dans ces conditions. Donc il va falloir de toute façon faire mieux avec moins. Et donc autant se poser la question maintenant de l'utilisation des surfaces, comment on fait pour les utiliser mieux. Au final, quand même, le bâtiment qui consomme le moins, c'est quand même celui qu'on ne construit pas. Donc cette réflexion, elle est importante, il faut qu'on l'ait maintenant, parce qu'après ce sera bien trop tard. Merci beaucoup. Olivier, pour conclure. Oui, mais écoutez, moi je pense qu'il y a un socle réglementaire qui existe et qui est nécessaire évidemment, et on peut toujours faire plus, ou plutôt même moins d'ailleurs, moins de carbone, moins d'énergie. Et puis je pense qu'on a tous dans nos références des bâtiments emblématiques, pour certains qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment, ou tout en bois. La question à la fin, c'est d'abord le SpaceX du bâtiment, on peut tous le faire. Est-ce qu'il est vraiment socialement acceptable et attendu par les collectivités? Nous, on pense que tout ça, c'est très technocentré. Ça peut répondre à un moment donné au souhait de la collectivité de défendre un projet qui est vertueux. C'est pas l'alpha et l'oméga pour ceux qui, in fine, vivent dedans. Et malheureusement, on a des exemples d'opérations qu'on a réalisées et dont l'objectif était de faire des consommations d'énergie drastique, et dont on voit que à l'exploitation, finalement, la facture économique est pas tout à fait au rendez-vous. Donc voilà, nous on essaie de réfléchir à des nouveaux usages et à faire des nouvelles propositions de valeur aux collectivités qui ne sont pas forcément technocentrées. Merci beaucoup. Vous l'avez souligné, Mathieu. Il y a la nécessité de cette transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous en détailler les enjeux et les acteurs et en définitive, qui souhaitent ces green buildings? Du coup, je vous laisse commencer, Olivier. Moi, je pense que la collectivité, la société en général, nos collaborateurs, nos clients attendent des logements qui soient plus vertueux, forcément. Voilà. La question, c'est quel est l'équilibre économique de ces bâtiments et est-ce qu'ils trouveront une place dans le marché? Merci beaucoup, Mathieu. On n'a plus que 10 minutes si on veut laisser la parole au... Ce sera un peu vite. Non, très rapidement. On est d'accord, je pense qu'il y a vraiment une conscience environnementale qui est là pour tout le monde, tous les acteurs. On a également, en plus de tout cet aspect réglementaire, des initiatives d'acteurs publics, notamment. J'avais eu un exemple à Bordeaux. La ville de Bordeaux a mis en place un label bâtiment frugal bordelais, qui va au-delà de justement cette réglementation. Donc les acteurs, en tout cas publics, attendent et mettent en place des conditions qui vont au-delà de cette partie réglementaire. Donc je pense que tout le monde souhaite aujourd'hui avoir une approche environnementale dans cette partie construction du bâtiment. Julien. Oui, je veux dire, oui, tout le monde en veut. D'abord parce que si on revient à la construction bois, les gens ont compris qu'on n'était pas en train de vendre des chalets ou des cabanes en bois et qu'on faisait maintenant des vrais bâtiments. Un campus de bureaux de 120 000 m² à La Défense, par exemple, qui s'appelle Arboretum, avec des tours qui peuvent faire jusqu'à 16 étages en structure bois. Donc en fait, on a maintenant cassé tous les a priori autour des quelques faiblesses que pouvait avoir la construction bois. On a mis en avant tous ces avantages. Donc les gens ont bien compris ça. Ça répond aux attentes politiques. Ça répond aux attentes sociétales. On le voit, le témoin, c'est la commercialisation. En fait, c'est des logements qui se commercialisent
très très bien. C'est des logements qui sont vendus à des investisseurs institutionnels quasiment sans décote de marché, parce que les investisseurs institutionnels ont compris que le reste du patrimoine immobilier, le reste de la production immobilière allait être plongé dans une obsolescence grave très rapide. Donc ils ont compris en fait l'enjeu d'intégrer ça dans leur politique d'investissement. La finance aussi s'est considérablement verdie, donc maintenant il y a un vrai encouragement en fait à générer des bâtiments bas carbone, des bâtiments verts. Donc toutes les aides, donc tout est aligné aujourd'hui pour que ça se développe à vitesse grand V très clairement. Ouais. Est-ce que, on va vous rendre la parole, est-ce que vous avez des questions dans le public ? Bonjour. Bonjour. On sait que pour une transition économique et sociétale complète, il faut non seulement prendre en compte les enjeux environnementaux, il faut aussi prendre en compte des enjeux sociaux. Vous avez parlé de la formation. Est-ce que vous en avez identifié d'autres comme enjeux sociaux qu'il va falloir prendre en compte ? Globalement, oui. Quand on a fait un pas en passant du thermique à de l'environnemental. Mais comme vous l'avez bien dit, il est important d'avoir une approche plutôt développement durable. Et le développement durable s'appuie sur 3 piliers, l'environnement, l'économique et le social. L'économique, si on a des projets qui sont super beaux, des bâtiments frugaux, passifs, mais au final qui coûtent très cher, on ne va pas développer quelque chose de pérenne. Et sur l'aspect social, on a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites avec de l'environnement, de l'économie, mais avec des écoquartiers, par exemple, qui se retrouvent au milieu de villes, notamment il y en a pas mal en Allemagne, et qui n'ont aucune interaction avec leur environnement. Et donc, dans l'approche réglementation environnementale avec l'analyse de cycle de vie, on a quand même une part importante qui est liée à la responsabilité des occupants. Et donc, si les occupants ne sont pas intégrés, leurs besoins, leur profil. Parfois, on sait au moment de la construction quel est le profil d'occupant qu'on va avoir et on va pouvoir adapter les équipements en fonction. On peut avoir des bâtiments qui sont complètement des bâtiments machines où l'occupant ne fait rien du tout. Il arrive dans une pièce, l'éclairage se met en route. Et puis, il y a des bâtiments sur lesquels on va pouvoir proposer à l'occupant d'avoir une place justement pour l'atteinte des objectifs. Donc le fait de considérer l'occupant qui va venir dans ce bâtiment est très important parce que sinon la sauce ne prend pas et on se retrouve avec des bâtiments vides, avec des occupants qui vont, même dans le pire des cas, vont contraindre des équipements climatiques, vont boucher des climatisations parce qu'il y aura des courants frais. Donc prévoir ce que peut faire l'occupant et l'anticiper, c'est très important parce que sinon on va pas avoir les résultats qui seront attendus au moment du calcul. Alors ça c'est un peu un aspect, si je peux me permettre, plutôt social côté consommateur. Mais ma question c'était plutôt par rapport aux enjeux sociaux dans la transformation des modèles économiques des entreprises de vos secteurs. La formation me semble en être un. Vous le disiez tout à l'heure. Ouais, je ne sais pas si je comprends bien votre question. Je crois un sujet qu'on essaye de porter, notamment avec nos amis constructeurs, c'est le sujet de l'inclusion. Parce que le risque sur cette transition environnementale, c'est qu'elle débouche aussi sur une fracture supplémentaire. Il y aura ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans. Parce qu'aujourd'hui, elle a un coût. Et donc, on essaye. Alors, c'est pas que du logement social, parce qu'il y a tout le sujet du logement privé, de voir comment, au moins avec nos chantiers, au moins avec nos produits, on arrive à participer modestement à notre niveau, à une certaine forme d'inclusion dans nos projets sur, je dirais, ce sujet environnemental. Dans les immeubles de bureaux, pas d'inclure, je dirais, des gens un peu exclus, en difficulté dans le projet lui-même, sauf dans ce aspect de construction. Donc on fait beaucoup d'heures d'inclusion. Et sur le logement, alors là ça va plus loin, puisque on essaye de réserver environ 10% de nos programmes
à des prix très décotés. On se met d'accord avec les collectivités locales pour essayer de proposer des offres environnementales de qualité à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se le payer au prix de marché parce que ça coûte plus cher. Pourquoi on le fait avec les collectivités? Parce que on demande que tout le monde partage un peu l'effort et que souvent on demande de faire aussi un petit effort sur le prix du foncier. Voilà. Donc nous, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est la manière dont on essaye de traiter le sujet de l'inclusion par rapport à la transition environnementale. Parce que sinon, c'est comme le numérique, et vous avez encore un risque de fracture et d'exclusion supplémentaire. Merci. D'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Pour la suite, on a la conférence Ville, Territoire, Entreprise, Vert et Solidaire avec Éric Charéron, directeur prospective, mode de vie et mobilité dans les territoires Keolis, Cédric Delétrange, directeur général et associé du groupe Axe Immobilier, et Hélène Audibert, adjoint au maire délégué à la rénovation urbaine à Toulon. Merci à tous pour votre attention et merci à vous quatre pour vos réponses. Bon après-midi.